Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au tourisme vert. Cette couleur accordée au tourisme comme phénomène qui prend soin de l'environnement, un phénomène écologique. Comment métamorphoser le tourisme de manière à ce qu'il devienne vert, de manière à ce qu'il sauvegarde l'environnement. Comment sont les hôtels écologiques, si on peut le dire? Eh bien, nous aurons beaucoup d'informations quant à ce tourisme vert et à l'énergie aussi. Mais avant, le monde s'attend demain à une grande inauguration. C'est l'inauguration de la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent à Pékin. Et le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, est en route aujourd'hui pour la Chine pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver qui démarreront demain vendredi 4 février à la capitale chinoise. Et il faut dire que, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le chef de l'État participe à cet important événement sportif mondial à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping au vu des relations étroites et stratégiques reliant les deux pays. Il faut dire aussi que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a précisé, M. Radi, doit également tenir un tête-à-tête avec son homologue chinois portant sur le renforcement des rapports bilatéraux ces rapports bilatéraux qui connaissent un bond qualitatif à tous les niveaux au cours des dernières années pour réaliser les intérêts conjoints des deux pays, ajoutant que les deux leaders poursuivront les consultations et la coordination sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Il faut dire que la Chine a abrité les Jeux Olympiques en 2008 et abrite à l'heure actuelle les Jeux Olympiques d'hiver en 2022. Et entre les deux, la Chine œuvre avec ferveur pour retrouver sa place mondiale. En 2008, selon les observateurs, eh bien, c'était une première car la même ville qui a accueilli les Jeux Olympiques en 2008 et 2022, la Chine et le monde ont changé selon les observateurs. Il suffit de comparer l'environnement international des deux événements pour le comprendre. Pour Pékin, les Jeux Olympiques de 2008 étaient le couronnement d'une course folle à la croissance et le retour de la Chine comme grande puissance capable d'organiser le plus grand événement de l'histoire à cette époque. Et la capitale chinoise s'y préparait depuis 7 ans avec une transformation spectaculaire de la mégapole et des infrastructures olympiques impressionnantes. Et évidemment, c'était vraiment un événement qui a épaté le monde. Et à l'heure actuelle, la Chine se prépare en dépit de la pandémie avec beaucoup de restrictions à l'accueil de la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver. Il faut dire que l'invité d'honneur, c'est Vladimir Poutine, malgré la crise ukrainienne. Et nous aurons notre commentateur sportif, M. Hazem El-Eskandarani, pour commenter cet événement. Monsieur Hazem El-Eskandarani, êtes-vous en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hazem El-Eskandarani, c'est un grand événement pour la Chine et pour le monde, étant donné qu'il y a vraiment la pandémie qui sévit. Et cependant, la Chine a décidé d'accueillir la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver. Tout d'abord, on aimerait qualifier ce que c'est que les Jeux Olympiques d'hiver. Bien sûr, là, bien sûr, pour nous en Égypte, on n'est pas habitué, on ne connaît pas ces jeux. Pourtant, c'est ancien depuis l'an 1924. Donc, le premier jeu d'hiver qui était organisé dans le monde, c'était en 1924. Et la plupart des pays, effectivement, qui organisaient depuis, c'était les pays européens et les États-Unis, le Canada, donc des pays qui avaient les moyens, justement, pour organiser, parce que ça coûte très très cher. Pour organiser tel genre de jeu d'hiver, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pense, parce que l'infrastructure exige quand même des moyens assez importants.
Bien sûr, la Chine a réussi à éblouir le monde quand elle a réussi, malgré la pandémie, malgré justement le déficit économique duquel le monde souffre actuellement. Donc ils ont fait un travail extraordinaire qui a brillé. Et effectivement, le nombre, si on regarde un peu les disciplines des Jeux d'hiver, on voit que en nombre, c'est beaucoup moins que les Jeux d'été. Mais on voit que ça exige quand même des moyens exceptionnels. Comme on voit par exemple, il y a le biathlon, le bobsleigh, le combiné nordique, le curling, le hockey sur glace, la luge, patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte, saut à ski, skeleton, ski acrobatique, ski alpin, ski de fond et snowboarding. Donc on voit que tous ces sports, même les sports qui se pratiquent dans les montagnes, ça exige quand même des moyens pour préparer les pistes, pour faire les équipements, pour le patinage artistique, pour le bobsleigh, pour le ski, le snowboarding, tout ça, ça exige quand même le curling surtout, qui exige quand même beaucoup de travail, le combiné nordique aussi. Donc on voit toutes ces disciplines exigent quand même des moyens assez importants et une infrastructure assez calée pour organiser telle discipline. Oui, et alors, qu'en est-il pour l'Égypte? Nous savons qu'il y a 92 délégations. Pour l'Égypte, l'Égypte n'a participé dans ces Jeux d'hiver qu'une fois. Et c'était grâce à un Égyptien qui faisait ses études aux États-Unis. Apparemment, il a découvert là-bas le sport d'hiver. Et donc, c'était en 1984 sa participation. Il s'appelle Gamal Ridi. Il a participé dans les Jeux de Sarajevo en 1984. Et bien sûr, il a participé dans la discipline de ski alpin. Il a obtenu la 46e place. Et il était sorti malheureusement avant-dernier dans le ski de fond, mais ça montre quand même que pour une courte durée de 2-3 ans, 4 ans de préparation, il a réussi quand même à participer et à avoir une place sur le plan des Jeux d'hiver. Cette année, par contre, on voit que la participation égyptienne est une participation plutôt artistique. On voit le choral de l'université de Ain Shams qui s'est collaboré avec l'université de Najin, l'université chinoise d'art, pour faire une chanson en 3 langues, l'arabe, l'anglais et le chinois. Et c'était bien étudié comme projet. Et la chanson va passer à la télé juste le jour de l'inauguration. Et ça va diffuser chez nous, en Chine et dans tous les pays effectivement du monde pour marquer la célébration de l'ouverture de ces Jeux. Et c'est pour la première fois qu'on voit cette collaboration artistique entre 2 universités, le choral de l'université de Ain Shams et l'université chinoise. Donc une participation du côté artistique. C'est vrai qu'on n'a pas les athlètes qui sont préparés pour la participation, mais quand même on peut participer du côté artistique comme on fait aujourd'hui. Et le fait que le chef de l'État parte pour assister à l'inauguration de ces Jeux olympiques d'hiver donnerait un grand soutien à l'industrie du sport, étant donné qu'il a déclaré auparavant que le sport pour l'Égypte était un horizon de sécurité nationale. Ça, c'est vrai. Et la collaboration, non seulement la collaboration, mais c'est pour consolider les relations politiques et économiques avec les pays amis. Et l'Égypte, effectivement, a voulu donner un coup de main à la Chine, montrer que nous sommes pour la paix, nous sommes pour les Jeux olympiques, nous sommes pour les bonnes relations entre tous les pays du monde, malgré les conflits qui passent d'un pays ou un autre. Justement, on encourage le sport comme un moyen pour répandre la paix dans le monde entier. Et donc, justement, ce geste de la part de notre président envers la Chine, c'est un remerciement d'une part pour leur participation à travers les Jeux olympiques pour répondre à la paix, et deuxièmement pour consolider les relations entre l'Égypte et la Chine. Et ces relations sont très solides. On voit que sur tous les plans, soit politiques ou économiques, et donc là, effectivement, les pays qui ont refusé de participer dans les Jeux olympiques d'hiver en Chine, à Pékin, ça c'est la réaction de l'Égypte. Non, il ne faut pas arrêter les participations, les rencontres sportives entre les pays, parce que c'est le chemin ou un des moyens
pour répandre la paix dans le monde entier. Donc une leçon, un message que notre président envoie à tous les pays du monde, surtout que actuellement les choses ne vont pas très très bien. Le monde regarde vraiment dans des points, regarde des points sensibles dans des pays du monde aujourd'hui, de peur qu'il y ait une guerre qui peut, on n'espère pas, qui peut aller vraiment loin, plus loin que ce qu'on pense. Très brièvement, Monsieur Hazem El-Eskandarani, dans quelle mesure est-ce que les choses sont contrôlables compte tenu de la pandémie? Organiser un tel événement à une échelle aussi élargie, alors qu'il y a le variant Omicron qui sévit? Oui, bien sûr. On voit que déjà, dès le départ, dès la première vague, la Chine a fait un travail exceptionnel pour contrôler et pour cerner justement la pandémie. Et la Chine était le premier pays au monde à se déclarer un pays propre de pandémie. Et ça, c'est dû justement à un système un peu draconien. Si on veut, il y a des caméras dans les rues partout, il y a de l'inspection tout le temps, chaque citoyen chinois, il est bien surveillé, il est parti où, il est allé où, et comme ça, ils ont réussi à faire un plan très très solide, justement, pour cerner le virus, et ils ont réussi également à faire la même chose pour la deuxième, pour la troisième et pour la quatrième vague. Donc ils sont très très organisés à ce propos, et la collaboration du peuple lui-même avec le gouvernement, ça c'est un sujet qui est très important à souligner également, et c'est comme ça, parce que quand on regarde plus qu'1,5 milliard de population qui vivent dans un pays assez dense au niveau démographique, telle pandémie, ça pouvait être une catastrophe. Mais le fait que le gouvernement avait les yeux ouverts, le peuple était conscient du danger de la pandémie. Donc cette collaboration entre le peuple et le gouvernement a donné ce résultat brillant que la Chine est le pays qui a souffert le moins malgré la difficulté justement, ou l'obstacle justement de la grande population. Mais la Chine vraiment a fait un exploit extraordinaire au niveau de la lutte contre la pandémie du virus corona, Covid-19, ou même avec l'Omicron. Oui. Monsieur Hazem El-Eskandarani, nous devons absolument profiter de votre présence avec nous. Dans 1h30 exactement, l'Égypte va s'opposer au Cameroun au terme de la Coupe des Nations africaines. Quelles sont vos attentes et vos spéculations quant à la performance de l'équipe égyptienne et quant aux résultats? Effectivement, je suis comme tous les 100 millions égyptiens. J'ai un grand espoir et j'ai confiance à nos joueurs, j'ai confiance à notre sélectionneur. Il a prouvé justement, parce qu'il y avait des doutes malheureusement à cause de certains désaccords avec lui au niveau du choix des joueurs, le choix de leur remplacement, mais après, malgré la prestation qui n'était pas à la hauteur lors du premier match, mais graduellement le niveau de l'équipe égyptienne est monté, et on a vu le summum effectivement face à la Côte d'Ivoire et au Maroc. L'équipe camerounaise est une équipe qu'on ne peut pas négliger. C'est une équipe qui joue sur son terrain d'abord, qui bénéficie d'avoir les supporters des milliers dans les tribunes. Donc on voit que ça ne sera pas un match facile, mais on a confiance à nos joueurs. Et malheureusement, les absents, on voit qu'on a quelques-uns de nos joueurs qui sont absents, mais la substitution est là. Et il y en a les joueurs qui sont capables de remplir les places vides. On craignait un peu pour le gardien de but, puisqu'on a perdu justement la prestation de Mohamed El-Shenaoui, et on a failli perdre la prestation de Gabaski, mais on voit qu'on a deux jeunes gardien de but, mais finalement, et jusqu'à hier, il y avait des doutes sur la participation de Gabaski, mais finalement, Gabaski est en forme et il va jouer le match. Et tous nos vœux à nos joueurs de faire le maximum sur le terrain, et on est sûr que s'ils vont faire le maximum sur le terrain, la victoire est garantie.
pour l'équipe égyptienne. Espérons-le. Monsieur Hazem El-Eskandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons évidemment le mieux à l'équipe égyptienne. Nous espérons que les choses vont se dérouler d'une manière tout à fait avec l'esprit athlétique, si on peut le dire, et bonne chance à tout le monde. Eh bien, passons au projet auquel aspire l'Égypte. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a tenu une réunion avec le conseiller du président de l'urbanisme, Amr Saïd Ahmed, le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ehab El-Far, et le directeur du département des grands projets à l'autorité du génie militaire, Ehab Abdallah. Il faut dire que la réunion a porté sur les derniers développements et la mise en œuvre d'un nombre de projets de l'autorité du génie militaire au niveau de la République. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité d'ingénierie des forces armées, Ehab El-Far, et le directeur du département des grands projets à l'autorité du génie militaire, Ehab Abdallah. La réunion a porté sur les derniers développements de la mise en œuvre d'un nombre de projets de l'autorité du génie militaire au niveau de la République. Le président el-Sisi a été informé de l'avancement des travaux de certains projets de construction dans la nouvelle capitale administrative. La réunion a également porté sur l'état d'avancement des travaux sur un certain nombre de projets de construction nationaux, en particulier les projets de routes et d'axes. Le président el-Sisi a par ailleurs ordonné d'utiliser les dernières technologies dans la mise en place des projets de télécommunications et de numérisation, tout en prenant en compte le principe constant de gouvernance de tous les aspects de performance, conformément aux normes de qualité et de durabilité les plus élevées, de manière à être en harmonie avec le développement civilisationnel que connaît l'Égypte et sa vision pour le développement global. El-Sisi a donné ses directives hier lors d'une réunion avec le ministre des Communications Amr Talat et nombre de responsables des forces armées. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance d'assurer la formation technique nécessaire en vue d'améliorer l'efficacité des ressources humaines et de former les générations et les cadres prometteurs qui seront aptes à réaliser les projets de numérisation dans tout le territoire. La réunion a de même porté sur le suivi de l'état d'avancement d'un nombre de projets nationaux dans les domaines des télécommunications et de numérisation. Ce qui nous préoccupe, c'est la transformation de l'Égypte vis-à-vis de l'énergie propre. Et cette transformation nécessite que tout se tourne vers cette énergie, même quand on parle de tourisme. Comment contrôler l'émission de dioxyde de carbone? Le ministre du pétrole et des richesses minières ou des richesses minérales, Tariq Al-Molla, a affirmé que l'Égypte adopte une stratégie ambitieuse pour soutenir la transition vers l'énergie propre et réduire l'émission de dioxyde de carbone partant de sa vision pour le développement durable de l'Égypte 2030. Les détails. Le ministre du pétrole et des richesses minérales, Tariq Al-Molla, a affirmé que l'Égypte a adopté une stratégie ambitieuse pour soutenir la transition vers l'énergie propre et réduire l'émission de dioxyde de carbone partant de sa vision pour le développement durable Égypte 2030. Lors d'un symposium géré par la secrétaire à l'énergie des États-Unis, Jennifer Granholm, lequel a regroupé les ministres du pétrole nigérian, indonésien et ukrainien dans le cadre de la COP26 à Glasgow, M. El-Molla, qui représente l'Égypte au lancement de l'initiative mondiale pour parvenir à zéro émission nette d'ici à 2050, a noté que la stratégie égyptienne reposait sur la mise en œuvre de 3 priorités. L'expansion en matière de gaz naturel en tant que carburant transitoire respectueux de l'environnement, la mise au point d'un plan national pour étendre l'usage d'hydrogène comme carburant propre en sus de l'accroissement de l'usage des énergies nouvelles et renouvelables, surtout les énergies solaires et éoliennes. L'Égypte, a-t-il précisé, élabore un plan ambitieux pour l'usage d'hydrogène comme source de carburant à faible teneur de carbone et avait adopté un programme présomptueux visant à produire 42% de l'électricité à partir des énergies nouvelles et renouvelables d'ici 2030.
Il a souligné que le financement et les applications technologiques pour accélérer la transition vers l'énergie à faible émission étaient parmi les défis clés pour se transformer vers l'énergie propre, tout en mettant en exergue en ce sens l'initiative lancée par les États-Unis pour relever deux des importants défis dressés à cet égard et aider les pays à atteindre cet objectif. M. El Molla a jugé importante la coopération avec le côté américain dans la mise en œuvre des technologies pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et soutenir les ambitions de l'Égypte en matière de transition vers l'énergie propre. Et de conclure que l'Égypte s'engage à œuvrer face au changement climatique et à respecter les principes de la COP26 et aspire à accueillir au nom du continent africain le prochain sommet COP27. Pour nous donner plus d'éclaircissements quant au plan ambitieux de l'Égypte vers l'énergie propre, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Mohsen, expert en énergie et spécialiste de l'environnement. Dr Amr Mohsen, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Dr Amr Mohsen, l'Égypte a un plan et une vision, la vision 2030 comprenant la transformation vers l'énergie propre et la sauvegarde de l'environnement. Quels sont les outils auxquels l'Égypte a recours de manière à parvenir à son objectif? Bien sûr que l'Égypte, heureusement, possède des ressources énormes en matière solaire et aussi éolienne. Le plan que l'Égypte a commencé à développer depuis le début du millénaire, c'est de développer les ressources solaires. Et bien sûr qu'il y en a deux sortes de ressources solaires. Il y en a les ressources photovoltaïques et les ressources thermiques. Donc, on a tous entendu parler de la station à Bin Ben, à Luxor, Aswan. Et c'est vraiment une station énorme et ça a commencé, déjà ça nous a démarré au développement significatif de nos ressources. Je pourrais vous dire simplement, pour que l'on commence à réaliser la richesse des ressources solaires que l'Égypte possède, il y a une étude qui a été faite par le Desertec. Le Desertec, c'est une organisation allemande. Ils ont bien étudié les ressources solaires de l'Égypte et en conclusion, ils ont dit que si jamais on construit en Égypte une station, une centrale qui va convertir l'énergie solaire en électricité, et si cette centrale, les dimensions de la centrale sont 200 km par 200 km, l'électricité qu'on va développer, qu'on va générer dans cette centrale, l'électricité sera égale à la demande du monde entier à l'électricité. Vous vous rendez compte? Docteur Amr Mohsen, on parle ces temps-ci de l'économie verte, on parle aussi du tourisme vert. Comment pouvez-vous voir cette connotation à partir de votre perspective en tant qu'homme de science? Il y en a plusieurs dimensions. Je peux vous citer un exemple simple. On sait bien que la consommation d'un touriste en Égypte, sa consommation d'eau est 10 fois la consommation d'un citoyen régulier, si vous voulez. Pourquoi? Pourquoi, docteur? Parce qu'il y a la piscine, il y a plusieurs douches par jour peut-être, etc. Donc, la consommation de l'eau par les touristes, qui sont en millions chaque année, est bien significative.
la quantité est bien significative. Donc, si on commence à présenter de l'eau chaude pour la douche et tout ça aux touristes dans les hôtels et dans les résidences, ça sera quelque chose de très bien parce que maintenant on chauffe l'eau que les touristes utilisent ou bien en utilisant de l'électricité ou bien en utilisant du gaz. Alors, si on commence à convertir dans tous les hôtels le chauffage de l'eau que les touristes consomment, de l'électricité et le gaz, on convertit ça à l'énergie solaire, ça fera beaucoup d'importance. Un simple exemple pour que l'on commence à vraiment réaliser qu'on possède des énormes ressources. Il y a aussi une tendance à tourner vers les batteries solaires au lieu de recourir aux autres moyens classiques pour réchauffer l'eau. À votre avis, est-ce que ces batteries sont aussi à portée de main? Parce qu'il faut, à chaque période de temps, il faut changer ces batteries. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je suis content que vous avez parlé de ça. Le stockage, c'est bien un sujet à une importance très grande quand on parle d'énergie verte. C'est-à-dire pour l'énergie éolienne, c'est la même chose. C'est pas seulement pour l'énergie solaire. Parce qu'on sait bien que le soleil, il brille seulement pour la journée et il n'y a pas de soleil la nuit. Et la même chose pour l'énergie éolienne. C'est-à-dire, par exemple, dans le corridor sur la côte occidentale de la mer Rouge, Zarparana et tout ça, la ressource éolienne importante de l'Égypte, le vent souffle suffisamment pour générer de l'électricité par les turbines 54% du temps. Donc ça ressemble un petit peu à l'existence du soleil. Donc le stockage est une issue très importante. Alors, ce que je veux dire en commentaire sur ce que vous venez de dire, le stockage, la technologie pour stocker, maintenant commence à passer loin du stockage en batterie, que ce soit des batteries avec des batteries liquides ou bien des batteries en lithium-ion et tout ça. On commence à passer de ça à une technologie beaucoup plus importante, beaucoup plus effective. Et une des façons, une des nouvelles batteries, si vous voulez, c'est le stockage hydraulique. Alors, je peux vous expliquer ça en 2 minutes, si vous voulez. Par exemple, si on parle de l'énergie éolienne en Égypte, sur la côte occidentale de la mer Rouge, on a du golfe du Suez, on a des montagnes qui sont en parallèle avec le golfe de Suez. Alors, si jamais on commence à faire des bassins très simples et ils vont pas coûter très cher, des bassins, et quand il y a du vent et quand il y a du soleil, on génère de l'électricité et on utilise une partie de cette électricité pour pomper de l'eau de la mer Rouge en haut de ces montagnes dans les bassins. Et quand il n'y a pas de soleil la nuit et quand il n'y a pas de vent suffisamment pour tourner les turbines et générer de l'électricité, on passe en reverse. C'est-à-dire on prend l'eau qui est dans le haut, dans le bassin sur la montagne, et on la passe à la mer Rouge, et ça fait tourner une turbine qui va générer de l'électricité. Alors, cette batterie hydraulique est beaucoup plus effective, ça dure beaucoup plus longtemps
ça coûte beaucoup moins cher que les batteries traditionnelles. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie et spécialiste de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que dans ce contexte, l'Égypte accueillera la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. À tout de suite. Accueillir cette conférence traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat, a déclaré Yasmine Foued, ministre de l'Environnement. En fait, c'est la première fois que le continent africain accueille cet événement important. L'Égypte poursuit ses efforts avec ses partenaires africains pour faire face aux défis des changements climatiques. Un rôle qu'elle avait entamé en 2015 lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, étant donné qu'elle assurait la présidence de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. En fait, l'Égypte a commencé très tôt à préparer la conférence grâce à une étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, les Nations Unies et les autres partenaires afin d'aplanir les obstacles. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement a formé un comité regroupant les ministères concernés afin de commencer les préparatifs. Ce comité a accueilli la délégation des Nations Unies concernée par l'organisation de la conférence pour discuter des mesures logistiques, des équipements informatiques et des mesures de sécurité nécessaires. La délégation a également visité le centre des conférences de Sharm el-Sheikh ainsi que les hôtels qui devront héberger les participants. Cette station balnéaire avait déjà accueilli en novembre 2018 la 14e conférence des parties signataires de la Convention sur la diversité biologique COP14 avec la participation de 190 pays. Au terme de la tournée de la délégation à Sharm el-Sheikh, la directrice du service des conférences à l'ONU, Laura Lopez, a fait l'éloge des efforts déployés pour faciliter la mission de la délégation des Nations Unies, précisant que l'Égypte a présenté un dossier complet sur les efforts déployés dans le dossier des changements climatiques et les préparatifs de la COP27 en 2022, notamment après les changements apportés à l'organisation des conférences après la pandémie du Covid-19.